Cyclone, incendie, tremblement de terre, éruption volcanique. Confrontés aux catastrophes naturelles, comment réagissent les animaux et les plantes? Certains peuvent anticiper les cataclysmes et fuient à temps. D'autres sont condamnés à les subir et se battent contre vents et marées pour survivre. La transmission orale et les connaissances traditionnelles de peuples autochtones regorgent de témoignages sur l'ingéniosité de la nature dans de telles situations. Désormais, les scientifiques occidentaux s'intéressent aux adaptations du vivant en réponse aux colères de la Terre. Ils découvrent ces remarquables stratégies de survie et tentent de résoudre de nombreuses énigmes. La sélection naturelle a-t-elle retenu les animaux et plantes capables de résister aux pires catastrophes? Peuvent-ils même tirer parti de ces événements dévastateurs? Et seront-ils en mesure de faire face aux nouveaux défis créés par l'homme? À l'heure où notre planète se réchauffe et entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies, inondations et cyclones, la nature peut-elle continuer de jongler avec les catastrophes? Au nord de l'océan Indien, l'île du Sri Lanka est une destination touristique populaire grâce à ses paysages époustouflants et la diversité de ses écosystèmes. Dans le sud de l'île, le parc national de Yala abrite une abondance de mammifères, reptiles et oiseaux. Le matin du 26 décembre 2004, les guides touristiques du parc, à l'instar de Tushara Peris, ne pouvaient pas imaginer ce dont ils allaient être témoins. Ce jour-là, on n'a pas vu autant d'animaux que d'habitude. Normalement, entre 6 et 7 heures du matin, on en voit beaucoup, mais pas ce jour-là. Ils avaient peur de quelque chose, mais on ne savait pas de quoi. Les animaux pressentaient-ils un danger? En apparence, rien ne laissait entrevoir qu'au large, l'un des plus grands tremblements de terre jamais enregistrés ébranlait le plancher de l'océan Indien pendant plus d'une dizaine de minutes. Le Sri Lanka était suffisamment éloigné de l'épicentre pour que la secousse ne soit pas ressentie. Mais le séisme a déclenché une série de tsunamis, des raz-de-marée géants qui ont ravagé les côtes de tout l'océan Indien, tuant plus de 230 000 personnes. Pour les Sri Lankais, les animaux semblent avoir anticipé le tsunami de 2004 pour se mettre à l'abri. Est-il possible que les animaux aient cette étonnante faculté? Depuis l'Antiquité, la tradition orale évoque les cas d'animaux sentinelles, capables d'annoncer l'imminence d'une catastrophe naturelle. On a attribué aux reptiles, aux oies ou aux chiens le mérite de nous avoir sauvés de divers désastres. Mais ce phénomène avait été l'objet de peu d'études scientifiques sérieuses. Depuis le début des années 2000, quelques chercheurs ont entrepris d'examiner la réalité scientifique derrière ces récits. Martin Wikelski a choisi d'étudier le comportement des chèvres domestiques qui errent sur les pentes de l'Etna, en Italie. Culminant à 3352 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'Etna est le volcan le plus actif d'Europe. Ses éruptions sont fréquentes, mais la plupart n'impactent que les environs du cratère.
Ainsi, cette montagne de feu représente peu de danger pour les habitants de la région et leurs animaux domestiques. Pendant 2 ans, Martin Wikelski a équipé de GPS un certain nombre de chèvres et de moutons élevés sur les pentes du volcan pour surveiller de près leurs activités. Dans un second temps, il a corrélé l'évolution de leurs mouvements avec l'activité du volcan. On a constaté qu'avant chaque éruption majeure, les chèvres avaient eu un comportement étrange et erratique. Elles étaient très nerveuses. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vient du manteau terrestre et qui remonte à la surface. Et d'une certaine façon, les chèvres le sentent. C'est vraiment intéressant car elles ne font pas toutes partie du même groupe. Elles sont éparpillées tout autour de la montagne. Il y a une très forte augmentation de leur activité. Elles ne font pas que vadrouiller ou se promener, non. C'est vraiment une multiplication par 2 ou 3 de leur activité et c'est une grosse différence. Martin Wikelski a établi que le comportement des chèvres change avant une éruption. Mais que détecte-t-elle ? La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce que les chèvres ressentent. Mais leur comportement reste très intéressant parce que nous pouvons maintenant établir des corrélations en collaborant avec les volcanologues. On pourrait supposer qu'elles réagissent à l'odeur de la lave, du magma qui remonte de la montagne. Ou est-ce les trémors volcaniques qu'elles ressentent ? Peut-être que c'est encore autre chose. Peut-être que c'est le CO2 qui influence les plantes, qui influence à leur tour les chèvres. On ne le sait pas encore. Comment les animaux peuvent-ils anticiper les catastrophes ? Le mystère demeure. Toutefois, sur les côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada, un projet scientifique a découvert les facteurs qui déclenchent les réactions de certains animaux à l'approche d'un cataclysme. Il a été conduit par OCEARCH, un organisme qui aide les scientifiques à collecter des données océaniques grâce au progrès de la technologie. Il existe en effet très peu d'informations précises sur certains des animaux marins les plus charismatiques, tels que les requins. Robert Hutter pose des balises GPS sur différentes espèces de squales depuis 35 ans. En 2001, avec sa collègue Michelle Lepel, ils ont marqué un groupe de jeunes requins bordés qui vivaient en eau peu profonde dans la baie de Tampa, en Floride. Le 11 septembre de cette année-là, la tempête tropicale Gabrielle se forme dans le golfe du Mexique. 3 jours plus tard, elle frappe la côte de la Floride, accompagnée de vents atteignant 110 km/h et de fortes pluies. On avait des récepteurs acoustiques qui suivaient les mouvements d'une douzaine de jeunes requins. Lorsque la tempête s'est approchée de nos côtes, on a téléchargé les données et on a constaté que ces petits requins avaient quitté leur confort, le confinement et la protection de la zone de nurserie pour se rendre quelque part au large, dans la partie inférieure de la baie de Tampa, voire dans le golfe lui-même, où ils risquaient pourtant d'être dévorés par de plus gros requins. Ce qui est tracé ici dans la zone inchurée, ce sont les moments où les 13 requins bordés ont quitté la nurserie. Ils ont commencé leur départ avec la baisse de la pression atmosphérique et ils étaient complètement partis avant même qu'elle n'atteigne son point le plus bas.
Ainsi, c'est le changement de pression atmosphérique associé au passage de l'ouragan, et non le vent ou la pluie, qui a déclenché la réaction de fuite des squales. On sait maintenant que les requins la ressentent dans leurs oreilles. Et oui, les requins ont des oreilles. Ils ont des oreilles internes qui captent la différence de pression, notamment associée à la profondeur. Certains des animaux ont réagi très rapidement aux prémices de l'ouragan. D'autres ont pris 1 heure à prendre la décision de partir. Près de 20 ans après les premières observations de Bob Utter, une équipe d'O-Search organise une expédition au large de la Nouvelle-Écosse, destinée à documenter les mouvements d'une autre espèce de squale, le grand requin blanc, grâce à des balises émettrices. En septembre 2020, ils arrivent sur les zones habituelles d'alimentation de ces super prédateurs. Le temps est au beau fixe, idéal pour repérer les requins. Mais ils étaient clairement partis. Ils évitaient cette zone et restaient au large. Les requins avaient-ils senti quelque chose? Peu de temps après, l'ouragan Teddy frappe les côtes de la Nouvelle-Écosse. Les eaux auparavant calmes du site de marquage ont rapidement été assaillies par des vagues de 10 mètres de haut. Par analogie avec ses travaux sur les requins bordés, Bob Utter analyse le comportement des grands requins blancs de la Nouvelle-Écosse. Les requins, qui auraient dû se trouver dans cet endroit foisonnant de proies, étaient partis au large, dans des eaux plus profondes. Ils sont revenus après le passage de l'ouragan, et nous les avons trouvés plusieurs jours plus tard, un peu plus loin sur la côte. C'est à ce moment-là que l'équipe a enfin pu les attraper et les marquer. À la différence des chèvres, les requins sont un peu plus délicats à manipuler. L'opération nécessite une équipe importante d'experts et une énorme logistique. Après avoir été capturé, le requin est remorqué sur une plateforme surélevée où les spécialistes se mettent au travail. À l'instar d'un arrêt au stand de Formule 1, chaque membre de l'équipe est responsable d'une tâche, qu'il tente d'accomplir le plus rapidement possible pour limiter le stress de l'animal. Après prise d'échantillons et pose de balises, le requin est remis à l'eau. Bob Utter et ses collègues peuvent désormais suivre en temps réel 70 grands requins blancs et peuvent voir comment ils réagissent aux changements de pression barométrique et aux perturbations météorologiques. Des travaux au long cours. Certains animaux semblent capables de prévoir les catastrophes naturelles. Mais que deviennent ceux qui ne peuvent pas fuir et restent piégés au cœur des éléments déchaînés? Dans l'archipel des Antilles, l'île de Porto Rico fait figure de paradis tropical dont les zones boisées prospèrent grâce à de fréquentes précipitations. En particulier, la forêt d'El Yunque coiffe les sommets de l'est de l'île et bénéficie d'une pluviométrie annuelle 3 fois supérieure à celle de l'Europe. Ce labyrinthe de branches sert de refuge à des créatures insoupçonnées. Chaque année, les Caraïbes subissent les assauts de dizaines d'ouragans. Certains étés, l'un ou plusieurs d'entre eux frappent de plein fouet l'île de Porto Rico. Ces phénomènes extrêmes déversent en quelques heures des masses considérables d'eau sur les terres.
Le petit peuple de la forêt doit composer avec ces pluies torrentielles qui emportent tout sur leur passage. Comment éviter une confrontation frontale avec cette force destructrice? Les fourmis de feu subissent de plein fouet la montée des eaux. Par chance, elles sont capables de flotter grâce à la pression hydrostatique qui s'exerce à la surface de l'eau et à l'exosquelette caractéristique des insectes. Mieux encore, ces animaux sociaux font preuve d'une incroyable cohésion dans l'adversité. Forcées d'abandonner leur fourmilière inondée, elles forment un radeau. Cette arche de Noé est l'œuvre des fourmis ouvrières qui se serrent littéralement les coudes, s'accrochant les unes aux autres par les tarses, l'équivalent des mains chez les insectes. Pour mieux flotter, elles piègent des bulles d'air autour des poils de leurs pattes. Les ouvrières se déplacent constamment sur le radeau et se relaient. La colonie peut ainsi naviguer aussi longtemps que nécessaire. La reine et les larves sont protégées au centre, la partie la plus sèche et la plus sûre de cette crêpe aquatique. Un radeau de fourmis de feu peut se maintenir à flot pendant plusieurs semaines, dérivant au gré des courants. Le voyage s'arrête lorsque l'eau se retire ou que l'embarcation accoste la terre ferme. La reine est escortée hors du radeau par sa progéniture pour coloniser un nouvel Eldorado. Ainsi, faute de pouvoir les éviter, ces animaux de Porto Rico composent avec les ouragans. On pourrait penser que les oiseaux esquivent naturellement les tempêtes, mais une récente découverte montre que certains d'entre eux ont un comportement qui défie l'entendement. En Amérique du Nord, la côte de l'État de Virginie est constituée d'une série d'îles barrières. C'est là qu'un oiseau migrateur prépare l'arrivée de l'hiver en faisant des réserves de nourriture avant de s'embarquer pour un long voyage au-dessus du golfe du Mexique. Une odyssée qui intrigue les ornithologues. Brian Watts de l'université de William & Mary a étudié la migration des courlis-corlieux. Nous avons posé des émetteurs satellites sur de nombreux oiseaux. En plus de 10 ans, nous avons suivi près de 50 d'entre eux pendant leur traversée de l'Atlantique et rassemblé un ensemble de données pour étudier leur interaction avec les tempêtes. Il existe deux populations principales de courlis-corlieux en Amérique du Nord. Elles semblent identiques et toutes passent l'hiver au Brésil. Mais Brian Watts a découvert une différence importante entre les deux groupes. Ces deux populations ont des stratégies différentes pour faire face aux tempêtes. La population du delta du Mackenzie voyage essentiellement au-dessus d'eau fraîche, où les tempêtes ne se forment pas, ce qui lui permet de les éviter. Mais sa route est plus longue que celle empruntée par la population de la baie d'Hudson, qui, elle, traverse directement le couloir des ouragans. Cependant, elle choisit une trajectoire qui lui fait survoler des îles qu'elle peut utiliser comme halte pendant une tempête. Les oiseaux s'y posent, attendent que les tempêtes passent, se ravitaillent et repartent ensuite vers leurs aires d'hivernage. Les oiseaux du delta du Mackenzie font un détour massif, parcourant 6000 km sans escale et en pleine mer. Quant à la population de la baie d'Hudson, elle emprunte une route plus courte mais plus risquée car elle croise l'autoroute des ouragans. Ces oiseaux partent vers l'inconnu, sans bulletin météo. Un ouragan peut freiner ou propulser, question de direction. Si ces infatigables migrateurs que sont les courlis-corlieux rencontrent des vents contraires, ils consentent en dernier recours à atterrir sur l'une des nombreuses îles des Antilles. S'ils croisent des vents porteurs, ils gagnent un ticket pour l'Amérique du Sud. En évitant les tempêtes ou en risquant l'interaction avec elles, les deux populations se sont adaptées au danger
Pourtant, leur population continue de décliner. Alors qu'il suivait un cours-lit particulier nommé Goshen, Brian Watts a découvert que les risques étaient ailleurs. Goshen a survolé les Antilles, a rencontré l'ouragan Irene, a été déposé à Montserrat, puis s'est envolé vers Antigua, où il est resté 7 jours. Puis il s'est envolé vers la Guadeloupe. Là, il a été abattu le matin même de son arrivée par des chasseurs. Les courlis ont évolué pour composer avec les ouragans, mais périssent aujourd'hui sous le feu d'une sélection non naturelle. Partout sur la planète, les oiseaux affichent une capacité étonnante à s'adapter à des conditions changeantes. Une espèce en particulier a appris à tirer profit d'une situation extrêmement hostile. Sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 volcans sont entrés en éruption en 1994. Pendant plus de 20 ans, la ville de Rabaul, située dans un de leurs cratères, a été submergée par d'épaisses couches de cendres, forçant ses habitants à l'exode. Curieusement, un autre animal s'est délibérément installé dans ce paysage apocalyptique et en a fait une pouponnière pour sa progéniture. Habituellement, ces mégapodes de Pritchard, de la taille d'une poule, enterrent leurs œufs dans des nids faits de végétaux en décomposition, des incubateurs naturels en quelque sorte. Mais autour du volcan, c'est dans la cendre volcanique que les femelles pondent leurs œufs. La ponte a lieu pendant les périodes calmes entre les éruptions. Les parents mégapodes ne couvent pas leurs œufs, ils laissent cette tâche au volcan. Parfois, les mégapodes bravent la zone sinistrée pour revenir pondre un deuxième œuf. Les arbres clairsemés offrent peu de protection contre la pluie constante de bombes volcaniques. Emmitouflés dans la cendre chaude, les œufs de mégapodes sont maintenus à une température constante. Contrairement à beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, les parents des mégapodes ne voient jamais leur progéniture et ne participent pas à leur éducation. Lorsqu'ils éclosent enfin, les jeunes poussins doivent se frayer un chemin jusqu'à la surface. Ils en sortent entièrement emplumés, les yeux ouverts et prêts à voler. L'entreprise semble risquée, mais chaque année, des milliers de mégapodes viennent pondre leurs œufs ici et les confient au volcan. Les mégapodes de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont appris à tirer profit des montagnes de feu. Non loin de là, à vol d'oiseau dans le nord de l'Australie, des rapaces jouent avec cette force de la nature. Depuis des milliers d'années, les aborigènes modèlent le paysage en pratiquant des brûlages contrôlés. Lorsque la terre brûle, des milans noirs et d'autres rapaces
rejoignent le front des flammes. Les aborigènes les surnomment « oiseaux de feu », car ces prédateurs s'attaquent aux insectes, aux reptiles et aux rongeurs qui tentent de s'échapper du brasier. Le cinéaste animalier Mark Lamble travaille dans le nord de l'Australie depuis des années. Les oiseaux tournaient autour du feu, puis ils ont commencé à descendre en piqué, certains devant le feu. D'autres volaient derrière le feu et ramassaient les insectes, les petits lézards, les petits mammifères et les amphibiens morts sur le sol. Ils les ramassaient, les attrapaient et s'en nourrissaient. Au cours de leur cérémonie, les peuples premiers d'Australie relatent les exploits de ces oiseaux qui seraient capables de ramasser des brindilles en feu et de les jeter plus loin pour propager l'incendie. Mark a consacré plusieurs semaines à tenter de filmer ce comportement insolite. Mais tous les rapaces ne semblent pas capables d'un tel exploit. Il nous est arrivé de voir un oiseau descendre en piqué et ramasser quelque chose qui n'était pas un insecte. Cet oiseau de feu ramassait un bâton. Mark se rapproche de son but. Désormais, même les scientifiques occidentaux commencent à prendre au sérieux la légende aborigène. La mise à feu semble intentionnelle. Pour le cinéaste animalier, ça ne fait aucun doute. J'ai entendu parler des histoires sur les oiseaux de feu depuis très longtemps. Malgré 30 ans passés dans le Nord, je n'en avais jamais vu. Mais j'ai vu les conséquences de leurs actions. Quand on s'arrête pour filmer un feu et que soudain ce feu se trouve de l'autre côté de la route et que la seule chose qui soit passée est un oiseau de feu, on ne peut que supposer que c'est lui qui a pris un bâton enflammé et a déplacé l'incendie. Il semble que ces oiseaux n'allument un nouveau foyer que lorsque l'incendie a atteint une barrière limite et risque de s'éteindre. Ils cherchent à propager le feu afin de pouvoir débusquer de nouvelles proies. Si les brûlages préventifs sont pratiqués depuis la nuit des temps par les aborigènes, l'Australie est depuis quelques années en proie à des méga-feux. Désormais, le gouvernement s'intéresse aux techniques ancestrales utilisées pour les contrôler. Au large de la côte sud de l'Australie, l'île Kangourou est un havre de paix pour les animaux et les plantes. Mais pendant les saisons estivales 2019 et 2020, ce paradis sauvage a été durement touché par des feux hors normes. Experts et non-experts ont vu les incendies se propager, inquiets pour l'avenir des nombreuses espèces endémiques de l'île. Pourtant, cette région est habituée aux feux de forêt. Les plantes et les animaux ont développé des stratégies pour s'en accommoder, à la fois pendant et après le passage des flammes. La physiologiste environnementale Peggy Rees-Miller a découvert que même les plus petits animaux ont trouvé des moyens de s'adapter au feu. Les termites de l'île, Nasutiterme exiosus, sont xylophages. Ils mangent du bois.
L'intérieur de leur termitière est comme une catacombe. Elle est façonnée avec un ciment naturel, un mélange de bois et de salive de termites. L'extérieur de la termitière est en fait recouvert d'un type de sol provenant des zones environnantes. D'après ce que nous avons appris, il semble que les termites utilisent certains minéraux qu'ils déposent sur leur termitière pour les rendre ignifuges, ou du moins plus résistantes au feu. Les termitières résistent assez bien au feu. Certes, les parties aériennes brûlent, mais le sous-sol qui abrite la reine reste protégé. Après le passage des incendies, les ouvriers se mettent au travail pour reconstruire leur citadelle. Une autre espèce endémique est également épargnée par les ravages des feux de brousse. Les échidnés. Lorsqu'ils sont menacés par des incendies, ces animaux entrent dans une sorte d'état d'hibernation, appelé torpeur. Les échidnés s'enfoncent dans la terre et s'en mettent entre leurs épines, ce qui leur procure une isolation. Ils ont également la capacité unique de réduire leur métabolisme, leur respiration et leur rythme cardiaque. Ils peuvent ainsi survivre à des événements comme les incendies, même si certaines de leurs épines fondent avec la chaleur du feu. Cette torpeur leur permet de conserver leur énergie le temps que passe le danger. Les échidnés et autres animaux, plantes, champignons, en réalité, c'est tout l'écosystème de l'île Kangourou qui a évolué pour faire face à la menace récurrente des feux de brousse. Il en va de même sur le continent. En Australie, toutes les espèces ont évolué avec le feu. Pour la plupart, elles sont très douées pour survivre aux incendies et ont chacune leur méthode pour y parvenir. Les eucalyptus, originaires d'Australie, sont présents sur toute l'île Kangourou. Ils contiennent une huile très inflammable, ce qui n'est pas idéal dans une région où les incendies sont fréquents. Chaque année, les arbres perdent leur écorce et leurs feuilles, créant ainsi d'énormes masses de combustible sur le sol. Les feux de brousse brûlent rapidement ces matières végétales. Leur propagation fulgurante endommage les branches de l'eucalyptus, mais ne leur donne pas le temps d'attaquer l'essentiel, le tronc et surtout les racines. En fait, certaines espèces d'eucalyptus dépendent même du feu pour se reproduire. Leurs graines sont contenues dans des cosses dures et scellées par de la résine. Elles ne peuvent être libérées que lorsque la chaleur d'un feu en a fait fondre l'obturation. Les graines tombent alors sur un lit de cendres, riche en nutriments, où toutes les plantes concurrentes ont été éliminées, créant ainsi une zone idéale pour la repousse des jeunes eucalyptus. De petits champignons orange apparaissent de suite après l'incendie. Ils jouent un rôle crucial en changeant le pH du sol après le passage du feu. Les animaux brouteurs ont disparu pour le plus grand bonheur des plantes. Après le feu,
les eucalyptus produisent de nouvelles pousses qui jaillissent directement de leur base. Des rejets apparaissent aussi sur le tronc ou les branches principales. Ainsi, même si les feuilles de l'arbre ont été brûlées, les eucalyptus peuvent entamer un nouveau cycle de vie. Le feu est salutaire pour de nombreuses autres plantes. Une partie de la végétation de l'île Kangourou est assez incroyable parce qu'elle a besoin du feu pour germer. Quand il se produit, beaucoup de plantes, telles que les banksia, ouvrent leurs gousses et dispersent leurs graines partout. Ainsi, le feu, et plus généralement les chaleurs extrêmes, permettent à des arbres de propager leurs graines. L'incendie rebat les cartes du vivant et les redistribue. Après le feu, on a vu beaucoup d'espèces d'oiseaux venir se nourrir de ces graines. Certaines des plantes qui réapparaissent rapidement après un incendie ne se trouvent qu'ici, et c'est l'une des choses étonnantes de l'île Kangourou. Les arbres aux herbes, ou Xanthorrhoea, sont l'une de ces espèces endémiques. Ils ont une croissance extrêmement lente, et les individus les plus grands sont estimés avoir plus de 400 ans. Et pourtant, au cours de cette période, ils ont dû affronter de nombreux feux de brousse. Un incendie peut brûler leurs feuilles et noircir leurs troncs, mais les arbres survivent généralement. En effet, leur point de croissance est enfoui sous terre, protégé du brasier en surface par des grappes de feuilles serrées. Si les incendies sont souvent synonymes de catastrophe, la nature fait preuve de créativité pendant et après le fléau. On n'a perdu aucune espèce. Et il est étonnant de constater à quel point notre faune est résiliente lorsqu'il s'agit de survivre au feu. Une période d'abondance peut même débuter dans le sillage d'un cataclysme. Un phénomène qui n'est pas limité à l'île Kangourou. Les oiseaux ne sont pas en reste quand il s'agit de faire preuve d'adaptation aux catastrophes. Kauai, l'une des plus grandes îles hawaïennes, est couverte de forêts tropicales, de hautes montagnes, de rivières cristallines et de plages de sable. Malgré son aspect paradisiaque, Kauai est occasionnellement balayé par des tempêtes qui ont parfois des conséquences inattendues. En 1992, au moment où a été tourné le film Jurassic Park, un ouragan appelé Iniki est passé et a soufflé des poules dans les airs. Elles ont atterri un peu n'importe où, ont fondé de nouvelles familles, et ainsi de suite. Avant Iniki, il n'y avait pas de poulets dans le coin. Mais depuis cette tempête de 1992, c'est une infestation de poulets. Dans le film de Steven Spielberg, une énorme tempête permettait à de sanguinaires dinosaures en maraude de se libérer et de terroriser leur île. Dans la réalité, ce sont des poules domestiques que l'ouragan Iniki a relâchées, leur permettant ainsi de prospérer. Mais ce ne sont pas les premiers poulets à trouver la liberté sur cette île. Les coqs dorés, apportés par les premiers Polynésiens, s'étaient déjà ensauvagés dans les montagnes de Kauai. Les poules domestiques libérées par la tempête de 1992 et les descendants des coqs dorés se sont croisés pour former une toute nouvelle race, les poulets sauvages de Kauai. Le retour à l'état sauvage d'une population entière d'animaux domestiques est un événement très inhabituel.
Encore moins courant, après avoir trouvé refuge dans les forêts, les poulets sauvages de Kauai sont revenus en ville. La plupart des habitants semblent heureux de partager leur quotidien avec des voisins à plumes. Peu importe où on va, que ce soit dans les montagnes ou dans la jungle, il y a des poulets partout. Même au supermarché, il y a des poulets. Ils sont aussi à l'aise en ville que dans la forêt. Quel que soit leur nombre réel, les poulets ont su profiter d'un événement météorologique majeur pour trouver le chemin de la liberté. Dans un avenir proche, rien ne viendra freiner l'expansion des libres poulets de Kauai. À l'instar de l'aventure éclair de ces oiseaux, ce sont tous les écosystèmes qui doivent aujourd'hui composer avec des changements d'environnement rapides. Les experts prédisent que le réchauffement climatique se traduira par une élévation du niveau des mers, des tempêtes plus dévastatrices, des sécheresses prolongées et des précipitations plus abondantes. Sur l'île Kangourou, Peggy Riesmiller pense que la fréquence accrue des éclairs occasionnera plus de feux à l'avenir. La façon dont cela affectera les écosystèmes de l'île sera vraiment intéressante à suivre, car le feu est naturel et ne les a pas dévastés, il les a modifiés. Je pense que malgré le réchauffement climatique et la multiplication des incendies, les écosystèmes de l'île survivront. Il sera intéressant de voir quelles adaptations se produiront, mais les écosystèmes seront certainement toujours là dans le futur. Si l'île Kangourou est capable de s'adapter au réchauffement climatique, peut-être qu'ailleurs, les différents biotopes survivront aussi à ces changements et renaîtront de leurs cendres, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises au cours de l'histoire tumultueuse de la Terre. Dans les années à venir, les humains devront eux aussi s'adapter à des modifications climatiques importantes. La préscience, la résistance et la résilience des animaux sont à cet égard une grande source d'inspiration.